Merci vraiment beaucoup pour cette introduction. Euh, Mon intérêt pour la slow science, je dirais pour modéliser, n'est pas l'intérêt d'une thèse, mais plutôt d'une intervention. Une autre science est possible et une intervention qui a pour but, comment dirais-je, de proposer d'autres mots, d'autres contrastes que ceux dont je pense qu'ils habitent le plus souvent les scientifiques et tous ceux qui seraient concernés par les sciences. Pour reprendre le manifeste de 2010, que je n'ai qu'en anglais, mais que je vais traduire comme ça, enfin 2 phrases, je dirais qu'il est peut-être pauvre conceptuellement, mais il donne un aperçu de ce que la plupart des scientifiques pourraient comprendre tout de suite en entendant l'idée de ralentir les sciences, et la plupart s'ignoraient. Donc c'est un manifeste dont je dirais la pauvreté a l'intérêt d'être aussi un facteur de consensus, et une intervention, c'est censé apporter un certain dissensus ou des espaces de pensée que le consensus tend à étouffer. Donc je vais lire les 2 phrases pour vous montrer où est le consensus et pourquoi il s'agit de non pas de lutter, c'est pas l'ennemi primordial, comme diraient mes copains ex-marxistes, mais de le compliquer. Donc 2010, c'est certaines phrases seulement, la science lente a été à peu près la seule science concevable depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, nous l'affirmons, elle demande une revitalisation et a besoin de protection. La société devrait donner aux scientifiques le temps dont ils ont besoin, mais de manière plus importante, les scientifiques doivent prendre leur temps. Nous avons besoin de temps pour penser, nous avons besoin de temps pour digérer, nous avons besoin de temps pour nous mécomprendre les uns les autres. Et notamment lorsqu'il s'agit de nourrir le dialogue perdu entre les humanités et les sciences naturelles. Nous ne pouvons pas continuellement vous dire ce que notre science signifie, c'est pourquoi elle sera bonne, parce que nous ne savons simplement pas encore. La science a besoin de temps. Tolérez-nous pendant que nous pensons. Il y a quelque chose de... C'est noble, hein. Je dirais que c'est consensuel et de 2 points de vue. D'abord, cette science qui a été concevable la seule concevable depuis des centaines d'années, c'est une espèce de naturalisation de ce dont on pourrait dire a été un modèle qui est né dans la seconde moitié du 19e siècle, avec la séparation science dite pure, science appliquée, liée à l'innovation, à l'industrialisation. Les précurseurs de Galilée auraient été bien surpris. Donc les centaines d'années veulent dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jusqu'ici tout était normal et s'il y a eu des sciences, c'était comme ça que ça devait se passer. Sauf aujourd'hui. D'autre part, ce qui est d'intéressant, c'est qu'on ne sait pas à qui ce manifeste s'adresse. Nous ne pouvons continuellement vous dire ce que notre science signifie. On a l'impression que ça s'adresse à un citoyen qui serait tout le temps en train, et ça correspond à la célèbre montée de l'irrationalité, de demander des comptes aux scientifiques. Mais si certains groupes de citoyens demandent des comptes aux scientifiques, c'est sur d'autres registres et d'autres thèmes. C'est pas dites-nous à quoi c'est bon. Donc ça s'adresse à un interlocuteur qui n'est pas nommé, alors que derrière il y a les politiques du savoir, mais c'est un manifeste apolitique. On ne parle pas de la transformation des politiques de savoir qui rendent ce manifeste nécessaire. Donc c'est quelque chose... la société devrait donner aux scientifiques le temps, etc. Qu'est-ce que c'est la société? Bien, s'il faut renourrir l'ancien dialogue entre les humanités et les sciences naturelles,
l'idée de penser ce qu'on appelle la société serait peut-être assez intéressant. Ici, non. Donc il y a une espèce d'apolitisme dans cette proclamation de nous, les scientifiques, le reste, la société, qui doit nous respecter notre besoin de temps et qui rappelle assez bien finalement le type de vision des choses que Thomas Kuhn avait propagé, enfin avait soutenu, quand il avait dit que la science moderne, c'était un phénomène rare, parce qu'il était rare qu'une société donne à des communautés la possibilité de chercher et de poser des questions en dehors des urgences et des convictions régnantes ou dominantes à l'époque. Donc c'est en fait, on pourrait dire que c'est une ce manifeste a pour intérêt d'être vraiment un manifeste signé par des scientifiques et des scientifiques qui souffrent. Donc il ne s'agit pas de ridiculiser les signataires. Ils souffrent. Mais ils souffrent avec la nostalgie de l'âge d'or, où on les respectait, où on leur donnait le temps, avec l'idée que c'était la seule manière pour les scientifiques d'exister. On pourrait dire que c'est la plainte de la poule aux œufs d'or, puisque j'en suis venue à ce personnage-là, à l'identifier, mais la poule aux œufs d'or, ça fait partie de l'argumentaire scientifique. C'est toujours ne tuez pas la poule aux œufs d'or. C'est de la bêtise même. Vous aurez une bête poule, mais vous n'aurez pas les œufs d'or. Hein. Donc, laissez-nous penser, laissez-nous trouver nos propres questions, laissez-nous discuter entre nous de leur validité, ne nous imposez pas vos priorités, vous tueriez la poule aux œufs d'or. Et ceci, c'est la plainte de la poule aux œufs d'or qui est en train d'être égorgée et qui rappelle, comment dirais-je, qu'on risque de tuer les pratiques scientifiques en même temps. Encore une fois, c'est légitime. Le petit problème, me semble-t-il, enfin, mais mon intervention est là, non pas pour dire non, c'est tout autre chose, la science n'a pas besoin de temps, etc., mais pour compliquer ce cri et pour l'ouvrir à d'autres problèmes qu'à un retour vers le passé, retour à l'époque où on nous protégeait, quitte à ce que justement, et beaucoup de scientifiques le font, de mettre le problème sur le compte de la montée de l'irrationalité d'un public désormais incapable de comprendre les sciences, alors qu'il s'agit d'un changement de politique lié à ce qu'on appelle néolibéralisme, économie de la connaissance, etc. Le public européen, je suis en Suisse, mais peut-être que vous avez entendu parler de l'engagement pris par les Européens en retard sur les États-Unis de faire de l'Europe le triomphe de l'économie de la connaissance. Le public européen n'a pas voté pour ça. Donc, la montée de l'irrationalité, on ne sait pas, comment dirais-je, c'est ce qui permet aux scientifiques, le plus souvent, de se plaindre sur un mode apolitique. Donc, slow science, dans l'intervention que je tente et qui n'est pas contradictoire mais compliquante et ouvrant à d'autres imaginations, slow science, comme pour tous, s'inspire effectivement des mouvements slow, de la constellation des mouvements slow. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans les mouvements slow de ce point de vue-là? Il y a bien évidemment le contraste avec slow food, fast food, la qualité, mais pas uniquement. Ce qui m'intéresse dans la constellation des mouvements slow, auxquels tous ne répondent pas, mais c'est on pourrait dire un vecteur d'apprentissage. Ceux qui participent au mouvement slow sont souvent, notamment pour la slow food, des associations hétérogènes. Il peut y avoir, par exemple, les producteurs, les consommateurs, ceux qui distribuent, les prix peuvent se négocier, les AMAP en France, etc. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais des gens qui étaient censés ne pas se parler, dont les intérêts étaient censés naturellement être solidaires, mais par le marché, etc.,
apprennent les problèmes les uns des autres, apprennent, et c'est ça qui est la dimension lenteur, c'est la dimension de cet apprentissage de penser de son point de vue, mais d'intégrer dans son point de vue la situation des autres. Donc c'est la lenteur nécessaire à... J'associe cette lenteur à la notion de friction. Au lieu de vivre dans un monde où je sais ce que je veux, de la nourriture de bonne qualité à bon marché, merci, ça c'est rapide, etc. Non, la friction, c'est que l'ensemble de ce que je voudrais, eh bien, va être compliqué par tout ce que ça demande, tout ce que ça requiert, et l'ensemble de l'existence effective des autres. Donc c'est ce vecteur d'apprentissage que j'associe d'ailleurs avec la notion que j'ai décidé maintenant, c'est reclaim en américain, réappropriation, et j'ai finalement décidé de le... C'est-à-dire se réapproprier les problèmes qui nous concernent, mais pas au sens de moi stakeholder, moi partie prenante, je veux, etc., mais qui nous concerne avec le nous qui est un nous de composition, un nous d'hétérogénéité. Puisque si on a été désapproprié de ce problème, c'est en nous séparant, en disant chacun, comment dirais-je, travaille et est en relation de marché, d'offre, de demande avec les autres. Donc c'est ce mouvement de réappropriation qui, chez les activistes américains, est aussi un mouvement de guérison. C'est-à-dire passer du problème formulé abstraitement à la place qui nous est assignée, à un problème qui implique activement, comment dirais-je, les conséquences et l'ensemble de ce que le paysage concret où nos activités se déploient. Donc guérison, c'est-à-dire guérison aussi de l'imagination. Donc slow pour moi signifie prendre le temps des frictions, et prendre le temps de la friction au sens ne pas pouvoir simplement dire dans le vide je veux, mais rencontrer ceux pour qui ce je veux a des conséquences et comprendre comment ces conséquences se produisent. C'est donc guérison de l'imagination par rapport à l'abstraction du consommateur bénéficiaire. Alors de ce point de vue-là, on peut dire que la fast science, la science rapide, ne date pas du néolibéralisme, ne date pas de l'économie de la connaissance. On peut dire que la science rapide a commencé au milieu du 19e siècle et que la poule aux œufs d'or est née de cette invention. C'est le fameux modèle linéaire, c'est une conquête des communautés scientifiques qui ont conquis une autonomie de questions et de priorités de recherche à un moment où la menace est ce qui s'abat aujourd'hui, c'est-à-dire poser les questions que l'industrie, qui était née en symbiose avec ces sciences, pourrait imposer aux communautés scientifiques. Donc ça a été, cette poule aux œufs d'or a servi, a fonctionné activement pendant quelques décennies, jusqu'à ce que l'économie de la connaissance fasse que ces alliés que les scientifiques avaient réussi à recruter, l'État et l'industrie, trahissent et envahissent le territoire qu'ils avaient, comment dirais-je, qu'ils étaient engagés à respecter au nom de l'or des œufs, sachant bien que les œufs en tant que tels produits par la poule n'étaient pas en or, sachant que les œufs deviendraient d'or dans application, innovation, développement, etc. Et, comment dirais-je, fabriquerait le progrès du genre humain, ce qui légitimait que l'État, comment dirais-je, protège et nourrisse les communautés scientifiques. Donc c'est cette espèce de compromis, mais c'est un compromis, comment dirais-je, dont on peut dire qu'il est fast, rapide, et synonyme de qualité douteuse. Je ne dis pas qu'on meurt en prenant un McDonald's, hein, mais qualité douteuse tout de même. Pourquoi? Parce que dans ce compromis, la poule aux œufs d'or s'est engagée à être une poule,
Alors peut-être que les poules, entre elles, ont des discussions très intéressantes. Et Dieu sait quand on entend les scientifiques discuter autour du tabac, ça caquette activement et gestuellement. C'est adorable d'entendre les scientifiques cacter, mais ça caquette tout de même. Et dès qu'il s'agit de s'adresser à leurs non-collègues, à ce qu'on appelle les non-scientifiques, et ça commence vite parce qu'un géographe économique, c'est pour un biologiste, c'est pas scientifique, hein, tous les faits ne se valent pas tout de même. Hein. On peut donc, eh bien, la poule s'engage à continuer à caqueter, c'est-à-dire à ne pas s'intéresser, à ne pas prendre langue avec ceux qui pourraient compliquer son imagination sur son rôle, c'est-à-dire de pourvoyeuse de possibilités d'innovation. Et ça, je dirais, c'est devenu critique aujourd'hui. C'est devenu un point critique aujourd'hui, enfin c'est devenu un point critique à mesure que les préoccupations écologiques qui deviennent cruciales aujourd'hui se sont activées. On a vu très souvent, juste à la veille du sommet de Rio, la déclaration de Heidelberg, dont a fait partie mon ex-co-auteur Prigogine, mais c'était une espèce de mouvement grégaire de poules conformistes qui ont alerté les politiques et le public sur l'irrationalité, sachant très bien que c'est à l'effort scientifique et technique qu'il fallait faire confiance. Il y avait des problèmes, mais s'il n'y avait pas confiance dans la science, on n'irait nulle part. Donc ils ont signé un manifeste sabotant, au fond, mettant en garde, sabotant ce qui tentait de se formuler à Rio sur la biodiversité. Ça veut dire que la poule, c'est vrai qu'elle est dépourvue d'imagination sur qu'est-ce que le monde. Et, je veux dire, on peut avoir des biologistes tenant des OGM et qui, ignorant tout des mécanismes des famines, disent rationnellement, les OGM sont la solution au problème des famines dans ce monde de plus en plus nombreux. Point. Ils n'ont pas besoin de savoir quoi que ce soit. C'est une imagination, comment dirais-je, complètement canalisée. Donc, c'est ça que je veux dire. Et puis, mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, et ça continue, les scientifiques tels qu'ils sont formés dans nos institutions conservent le modèle de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire que l'imagination est très facilement remplacée par un caquetage entre le scientifique et le non-scientifique, une barrière terrible. S'occuper de choses dites non scientifiques, c'est se mettre en danger professionnellement, c'est perdre son temps. La perte de temps est le péché des scientifiques, surtout des scientifiques durs. Les scientifiques sciences humaines sont plus difficiles à contrôler, mais un scientifique dur, c'est facile. S'il lit le journal, sa réputation dans certains laboratoires est compromise, même si c'est pendant l'heure de midi. Non, non, non. S'intéresser au monde, c'est mauvais. Ça peut vous mettre en danger du point de vue scientifique. Et ça continue aujourd'hui. C'est une perte de temps. Et qui dit perte de temps, et c'est ça, FAST, ça veut dire canalisation radicale de l'imagination et phobie de tout ce qui tenterait de vous attirer, de vous intéresser au caractère compliqué du monde. Non, il faut pouvoir penser que, certes, il y a des risques associés au progrès, certes, il y a quelques dégâts, mais il faut croire que la science et la technique seront capables de remédier aux problèmes qu'auront éventuellement soulevé la science et la technique. Il n'y a pas d'alternative à cela. Bon, eh bien, je dirais que nous avons là ce que Deleuze et Guattari, dans Qu'est-ce que la philosophie, appellent un type psychosocial. Un type psychosocial, c'est un type daté. Et c'est très important pour moi, avec une autre science est possible, de dire c'est daté. Ça n'a rien à voir, ce que les scientifiques diraient usuellement, avec un quelconque esprit scientifique. Ce que nous rencontrons quand la poule caquette, c'est un type psychosocial produit par les institutions
de recherche qui ont cessé de protéger les scientifiques, mais qui ont continué à les élever avec la même phobie du perdre son temps, renouvelé encore évidemment, encore plus intense, mais aussi avec la même conformité d'imagination. Donc, une autre science est possible signifierait comme intervention si nous avons, nous aurons besoin, je pense, au cours de ce siècle, d'innovation où les sciences et les techniques jouent un rôle primordial, mais pas du type d'innovation qui provient, comment dirais-je, qui est proposé par des gens pour qui les non-scientifiques, enfin, ceux qui les utiliseront seront de simples utilisateurs bénéficiaires. Pas de ce type d'innovation qui est toujours imaginé, comme on dirait, top-down, comme les OGM, c'est-à-dire expropriant les intéressés de leur savoir, de leur expérience, de leur localité pratique, qui sont ce que peut concevoir une communauté scientifique, justement anesthésiée quant au fait qu'il y a de la pensée, il y a des pratiques, il y a du monde en dehors de leur laboratoire et centre de calcul. Ça veut dire que le faste contre lequel je lutte, c'est le faste qu'on peut associer aux opérations de mobilisation. Ce n'est pas toute rapidité. Parfois, des choses se font très rapidement. Parfois, il y a des mouvements qui sont des mouvements de joie rapide, d'excitation rapide. Le faste par rapport auquel s'oppose le slow que je propose, c'est l'armée qui ne doit se laisser ralentir par aucun obstacle, qui peut ravager ce qu'elle traverse, les terres qu'elle traverse, parce que justement, il y a une seule chose qui compte, arriver à temps pour la bataille. Waterloo, Grouchy, il n'est pas arrivé à temps, la bataille a été perdue. Donc, ne pas perdre son temps comme l'ennemi, c'est le cri de la mobilisation, et qui dit mobilisation demande anesthésie de l'imagination. Ceux qui se laisseraient retarder, qui douteraient à cause des ravages qu'ils produisent sur leur passage, ceux-là sont des traîtres en puissance. Donc c'est tout cet esprit de conquête et mobilisation que j'associe avec rapidité, et pas il nous faut du temps pour penser. Il faut probablement du temps pour penser. Je dirais, il faut aussi et peut-être surtout du temps pour être spécialiste, mais spécialiste sachant que le monde ne ressemble pas à sa spécialité. C'est-à-dire capable d'apprendre de la rencontre, de la discussion, même de la bataille avec des gens qui savent d'autres choses du monde. Il y a une culture de l'imagination que, moins que jamais, nos facultés scientifiques ne fabriquent, ne proposent, qui ne ferait pas du scientifique un pic de la Mirandole qui saurait tout et se mettrait à la place de tout le monde. Simplement quelqu'un qui sait qu'il doit apprendre pour avoir une imagination plus pertinente lorsqu'il s'agit, je pense par exemple à des choses comme l'agroécologie, de produire des propositions qui sont passées par l'épreuve d'autres qui savent et dont il a besoin, parce que le monde ne ressemble pas au laboratoire. Voilà. À toi. Non, non, faut pas applaudir. On est en pleine discussion. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, tout en étant d'accord, bien entendu. D'accord, bien entendu, sur la critique de la science mobilisée et la critique de la compétition à laquelle on soumet les scientifiques, compétition pour les publications, compétition sous la forme du classement de Shanghai, etc. Et tout à fait d'accord pour ton éloge de la friction ou du frottement entre les disciplines et les formes de savoir. Mais il me semble que mettre ça sous la bannière du fast slow, c'est faire fausse route. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui caractérise les mouvements fast slow que Alain a évoqué tout à l'heure,
c'est qu'ils ont une capacité de mobilisation et tu veux démobiliser. Je veux dire que avec ces mots faciles, fast, slow, on a réussi à mobiliser aussi bien contre l'uniformisation des McDo, l'uniformisation culturelle des McDo, et partout où on va aujourd'hui, on trouve un McDo. Et c'est partout et toujours la même chose, dans tous les pays où on va. D'une certaine manière, le fast science est aussi quelque chose qui, sous la bannière de la compétition, uniformise toutes les connaissances en nous soumettant tous au même benchmarking, qui, pour des sciences humaines, est insupportable. Et parce que ça correspond absolument pas à ce qu'on fait. Donc, injure, insulte à la diversité épistémique. Et justement, c'est vrai que y a l'intérêt de ces mouvements fast-slow, c'est d'avoir attiré notre attention sur le fait que il y a peut-être le temps est en question. Et je leur reconnais cette protestation au nom de la diversité contre l'uniformisation. Ça m'intéresse et je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je crois que le mouvement fast-slow fait une erreur de diagnostic. Et le paradoxe des mouvements fast-slow, c'est justement qu'ils ont mobilisé tout le monde sous la même bannière. Et qu'il ne faut peut-être pas mobiliser tout le monde sur la même bannière. C'est du prêt-à-penser, le fast-slow, alors que justement, il s'agit de penser. Et les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Donc, il me semble que ces deux mots, fast-slow, suffisent à camper un tableau tout en contraste. D'un côté, il y a un réseau dense et intriqué de phénomènes socio-économiques qui créent un climat de compétition comparable à celui de la guerre froide, mais dans le néolibéralisme économique. Et de l'autre côté, il y a une revendication de diversité, de mouvements alternatifs qui questionnent notre rapport au temps. Mais peut-être il se trompe sur la cible en posant le problème en termes de fast-slow, c'est-à-dire en termes de vitesse, ou plus exactement d'accélération. C'est peut-être pas un problème de cinétique. Et je crois que à cet égard, je comprends très bien cette impression qu'on n'a plus le temps, etc. Et les sociologues en ont fait une analyse extrêmement pertinente qui renforce cette impression qu'il y a une crise du temps, notamment Hartmut Rosa, dans un très beau livre qui s'appelle L'accélération, identifie une crise du temps qui tiendrait à l'accélération technique qui modifie sans cesse nos habitus et notre environnement, accélération du rythme de vie qui crée des angoisses de l'exclusion, de l'aliénation, et accélération des transformations sociales et culturelles qui génèrent une instabilité permanente et des crises. C'est le fameux cri de Marx, tout ce qui est solide, je ne sais plus comment c'est, s'évapore, quoi. Donc, c'est un diagnostic qui est intéressant, mais il repose, me semble-t-il, et je pense que là, il faut bien comprendre ce diagnostic, il repose sur deux présupposés qu'il faut analyser. Le premier, c'est, et Hartmut Rosa l'explicite vraiment, il dit « Le projet de la modernité, c'était l'émancipation individuelle et politique. Or, voici que, en cherchant à nous émanciper par les techniques, ils ont fait tout l'inverse. On n'a plus le temps. Les techniques et tous les avantages qu'on a acquis, qui auraient dû nous libérer du temps, font qu'on a de moins en moins de temps et que finalement, on n'a plus le temps. Et cette accélération fait qu'on manque de temps, on a un sentiment d'urgence et de fixation sur le court terme. Et il me semble que son analyse, très pénétrante, reste néanmoins au niveau des impressions du vécu et qu'elle a le défaut de ne pas sortir
justement de cette conception du grand projet moderne qui était de nous émanciper, de nous libérer. Et tous ces discours critiques sur l'accélération, j'ai évoqué Rosa parce que c'est le plus pertinent, me semble-t-il, mais ne font que renforcer la conception d'un temps unique, linéaire, que la modernité a pensé comme vecteur orienté, qui est la flèche du progrès. Et c'est précisément peut-être cette vision linéaire du temps qui alimente la course aux performances et les promesses de toutes les technosciences aujourd'hui vers du toujours plus, du toujours mieux, avec la fameuse loi de Moore, vous savez, la loi exponentielle qui fait qu'on va aller toujours plus loin dans la densité de volume d'informations, etc., etc. Et la course au progrès, ou la course aux innovations dans laquelle on est prise. Or, cette course folle aux innovations nous oblige à repenser ce cadre du temps comme un vecteur linéaire, une flèche. Et là, je crois que la diversité des sciences humaines et la diversité des sciences est à mettre en avant. Ce qui pour moi a été un moment en quelque sorte inaugural et fondateur, c'est en 1922 la rencontre à la Société française de philosophie de Einstein et Bergson et d'autres philosophes autour de la question du temps, justement. Et cet épisode qui s'est soldé par la défaite de Bergson, qui a été ridiculisé et qui a été complètement enterré, enfin disqualifié, face au temps relativiste de Einstein, Bergson disait, ben oui, d'accord, mais votre temps n'est que le temps des physiciens, ça n'est pas la durée de l'élan vital, ça n'est pas la durée, il y a peut-être place pour plusieurs temps. Il n'y a pas que le temps de la physique. C'était ça la protestation de Bergson. Et il a été tout au long du XXe siècle ridiculisé. Les philosophes ne comprennent rien à la science. Ça a été la fin du dialogue entre les philosophes et les scientifiques. De même, aujourd'hui, les historiens qui font un peu de méta-histoire ont analysé et montré que le temps n'est qu'une construction culturelle et sociale, historique, et que notre vision du temps, à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle, n'est pas celle qu'on avait au XVIIIe siècle et n'est pas celle qu'on avait au Moyen Âge, etc., etc. Et donc c'est en jouant justement sur ces réflexions sur le temps que je pense que le mouvement Fast Law a fait une erreur de diagnostic parce qu'il enfourche, il ne sort pas de la problématique du temps linéaire et il n'affronte pas la question fondamentale qui me semble, et là je rejoins Isabelle et je vais utiliser Isabelle, la question fondamentale que me semble poser aujourd'hui tous les problèmes d'urgence écologique, c'est la question précisément du conflit des temporalités que nous avons à affronter, le clash des temporalités, c'est-à-dire à réaffronter le problème que Bergson mettait devant les yeux de Einstein en 1922. Et je vais brièvement donner deux exemples, puisque c'est le concept de bioéconomie et le concept d'anthropocène, puisque ces deux concepts, précisément, identifient des conflits de temporalité, mais se prêtent à de multiples détournements et nous invite à réfléchir là-dessus. La notion de clash des temporalités était précisément à l'origine du concept de bioéconomie qui a été proposé en 1971, si je ne me trompe pas, donc il y a déjà pas mal d'années, par Nicolas Georgescu-Roentgen dans The Entropy Law and the Economic Process. Et son argument, que je résume en le caricaturant un peu, c'était l'économie orthodoxe capitaliste repose sur la fiction d'un temps qui est le temps de la mécanique classique, c'est-à-dire d'un temps circulaire réversible de la conservation de l'énergie. Et pourtant, notre civilisation, fondée justement sur la thermodynamique, mettent en œuvre la loi d'entropie, c'est-à-dire l'irréversibilité du temps,
quand on a fait, selon l'expression de Alain Gras, le choix du feu, c'est-à-dire quand c'est tourné vers les moteurs à vapeur et à combustion interne, eh bien, on a épuisé les ressources de la nature et on voit bien aujourd'hui que le temps de la nature n'est pas forcément circulaire. Donc, il mettait l'accent, le concept de bioéconomie était une alerte en disant attention, il faut affronter précisément ces deux notions de temps. Le temps réversible et circulaire, qui est le temps de l'économie, et le temps thermodynamique, qui est celui de l'irréversibilité. Et il proposait une logique de la décroissance pour que le temps économique se rapproche du temps de la nature. Or, vous savez comme moi que ce concept de bioéconomie a été complètement détourné par le rapport de l'OCDE en 2009 qui s'appelle La bioéconomie à l'horizon 2030, quel programme d'action, où la bioéconomie est présentée comme la clé d'un autre mot magique, le développement durable. C'est-à-dire que le concept de bioéconomie désormais désigne une économie fondée sur le vivant, étant entendu que le vivant est la source illimitée d'énergie renouvelable et non polluante, qui devrait donc permettre une croissance indéfinie, illimitée, et retomber sur les pattes du temps circulaire, du recyclable, du renouvelable, de l'économie, d'accord, de l'économie de la croissance, etc. Donc, on voit que le concept de bioéconomie est présenté aujourd'hui comme un moyen de fabriquer du temps cyclique désiré par le capitalisme grâce à l'intervention des nanotechnologies, grâce aux biotechnologies. On peut entretenir la fiction du retour sur, grâce aux briques élémentaires, eh bien, en jouant sur les atomes, les gènes, etc., eh bien, on peut avoir de l'énergie renouvelable à volonté. On a épuisé l'énergie fossile, mais si on fait travailler les bactéries, on aura de l'énergie renouvelable constamment. Donc, on voit vraiment que la source de la valeur, le bio, aujourd'hui, la bioéconomie, c'est ne pas gaspiller, la vie, en ce sens que la vie, c'est le renouvelable, le recyclable, etc. Ne pas gaspiller les embryons surnuméraires, c'est toutes les biobanques, etc. Avec l'utopie du rien ne se perd, rien ne se crée. Hein, on va rechercher, Lavoisier revient en force, là, comme ça, à travers le bio. On peut lutter contre la vieillesse par la médecine régénérative en assurant la croissance économique. Voilà. Donc tout ce complexe de la bioéconomie aujourd'hui repose sur la fiction de pouvoir justement réconcilier le temps de l'économie avec le temps d'une nature toujours illimitée, ressources illimitées, qui nous permettra de promouvoir la croissance économique. Donc la bioéconomie illustre pour moi la confiscation d'un problème avec l'offre d'une solution qui permet d'enterrer le problème, c'est-à-dire de couper la voie d'une alternative en proposant une pseudo-alternative qui est le développement durable. Or, ce glissement spectaculaire, on l'a vu, procède d'un renversement sémantique sur le concept de bioéconomie. D'où la nécessité de réfléchir sur ce clash, de reposer, de remettre sur le devant de la scène le conflit des temporalités. Nous vivons dans des temps multiples et on doit les affronter. Le deuxième, et donc il faut réfléchir sur les présupposés métaphysiques de la bioéconomie et sur dénoncer les aplatissements de temps qui se font aujourd'hui dans les technosciences. Le deuxième exemple que je vais prendre, parce qu'il met aussi en scène ces conflits de temporalité et il essaye de les résoudre, mais là je prônerai, il nous faut détourner le concept d'anthropocène. Le concept d'anthropocène met en scène justement le clash des temporalités.
puisque ce concept forgé en 2003 par Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, montre qu'il y a une collusion de deux temporalités, le temps court de l'histoire des progrès techniques humains de 2 siècles, 2 siècles d'utilisation de l'énergie fossile, et le temps long de la Terre, puisque l'humanité est devenue une force géologique anthropocène qui ferait suite à l'Holocène, c'est-à-dire que l'humanité serait devenue une force, une puissance géologique. Donc le temps long des ères géologiques, des millions d'années, et le temps court de l'histoire humaine, 200 années depuis la révolution industrielle, seraient maintenant réunis. Et tout comme le concept de bioéconomie, ce concept met en évidence une métaphysique implicite du temps, c'est-à-dire qu'il repose sur l'idée que nous sommes dans un temps linéaire, mais avec des échelles de temps emboîtées. Et la seule chose qu'il dénonce, c'est que nous vivons comme des myopes et nous ne voyons que notre petite échelle de temps à court terme, alors qu'il faut voir le temps long, la big picture. Vous connaissez la fameuse métaphore de David Brower, qui est le fondateur de Friends of the Earth, les Amis de la Terre, qui utilisait pour faire sentir le problème la métaphore de la Genèse en 7 jours. Si la Terre est créée lundi, la vie apparaît mercredi après-midi, les reptiles appartiennent jeudi, les hommes samedi, le Christ dimanche matin, et la révolution industrielle apparaît vers 16 heures, et 40 secondes se sont écoulées depuis la révolution industrielle. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de voir le temps mythique de la Genèse qui vient nous donner la mesure de la démesure des hommes, en gros. Mais cette métaphore est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur l'idée qu'il est possible de commensurer tous ces temps. C'est-à-dire qu'il y a une échelle unique du temps, que le temps du physicien de l'univers est un seul temps. C'est-à-dire, c'est encore Einstein qui gagne contre Bergson. C'est-à-dire que le présupposé est que entre tous ces temps, le temps géologique et le temps humain, eh bien, il n'y a que quelques zéros de différence. Ce que Michel Serres appelait l'abîme de quelques zéros, c'est-à-dire une différence qu'on évalue en termes d'échelle d'énergie. Et la référence ici est à la théorie de l'information et la cybernétique, c'est-à-dire que les énergies mises en jeu par les technologies humaines finissent par avoir un impact sur les énergies mises en jeu par la planète dans le géocentrisme. Donc on voit qu'en arrière-plan, il y a cette idée qu'il y a une échelle de commensurabilité, et ce que Michel Serres, d'ailleurs, qui a été avec qui on a travaillé toutes les deux d'ailleurs, dans un très beau texte de la thanatocratie, désigné comme le problème précisément du lien entre la technologie et la mort. Thanatocratie, c'est le lien entre l'abîme des 16 zéros que décrivait Léon Brillouin entre le registre de l'information, c'est-à-dire lire, écrire, parler, et le registre du travail au sens physique qui mobilise des énergies d'un autre ordre de grandeur, était pour Serres précisément ce qui caractérise le processus d'hominisation. C'est-à-dire qu'on a été capable de mettre en lien, grâce à la technologie, grâce au langage et à la science, on a été capable de maîtriser l'énergie nucléaire, qui est une énergie à l'échelle géologique. Donc je passe là-dessus, et il me semble que cette position de l'humain qui, par la science et la technique, est capable de commensurer tous les temps, c'est peut-être cette position-là à laquelle il nous faut renoncer. Et donc, on pourrait peut-être, c'est la question posée par le livre de Fressoz et Bonneuil sur l'Anthropocène, on pourrait peut-être détourner le concept d'Anthropocène
pour essayer de reposer ce problème-là. En effet, le concept d'anthropocène est utilisé aujourd'hui par les anthropocénistes, comme ils disent, ils les appellent les anthropocénistes, pour dire, en gros, je résume, nous sommes équipotents au monde. C'est-à-dire l'homme est devenu équipotent au monde. Il a la puissance, une puissance égale à celle du monde, et c'est finalement une nouvelle, la énième, peut-être la dernière d'ailleurs, le dernier épisode du grand récit de la modernité, du duel entre l'homme et la nature. Je dis le dernier parce qu'il annonce peut-être une catastrophe imminente. Mais qu'on soit catastrophiste ou qu'on soit techno-utopiste et qu'on pense qu'avec la géo-ingénierie, on va arriver à se sortir de la catastrophe, c'est toujours la même chose. On reste dans le temps unilinéaire de la modernité. Et c'est peut-être ce temps-là qu'il faut remettre en cause, c'est-à-dire qu'il soit orienté vers un avenir radieux ou vers la catastrophe, ça ne change rien à la figure du temps. On est toujours dans le régime de la monochronie, avec de simples variations cinétiques. Le temps n'est plus un long fleuve tranquille, il est un torrent impétueux qui ravage tout sur son passage, mais il est toujours un fleuve, il passe. Or, la deuxième lecture que je propose, je la tire d'Isabelle, je fais que du plagiat, c'est de son temps des catastrophes. Je pense que, et de Bruno Latour des Gifford Lectures sur Gaïa, justement, c'est peut-être la fin de la nature, ce qui est là, du concept de nature tel que la science moderne l'a mis en place par rapport à nous. Et quand Isabelle présente Gaïa comme ce qui donne un coup de vieux, je te cite, aux versions épiques de l'histoire humaine, lorsque l'homme, dressé sur ses deux pattes et apprenant à déchiffrer les lois de la nature, a compris qu'il était maître de son destin et libre de toute transparence, voilà ce que Gaïa met, de toute transcendance, voilà ce que Gaïa remet en question. Et je crois que ta lecture de Gaïa, justement, nous conduit à affronter, à remettre, à faire exploser ce temps de la modernité, ce temps unilinéaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, à cause de Gaïa, il n'existe pas un temps qu'on peut contrôler. Et deux points essentiels, me semble-t-il, la transcendance de Gaïa diffère de la transcendance de l'universel mise en scène dans la science moderne. Gaïa, dis-tu, est le nom d'une forme inédite ou alors oubliée de transcendance, une transcendance dépourvue de qualité qui permettent de l'invoquer comme un arbitre, et je dirais une transcendance dépourvue de quantité qui nous interdit de commensurer, comme le fait le concept d'anthropocène. Et d'autre part, on ne peut plus parler en termes de crise, de révolution ou de transition énergétique, me semble-t-il, car l'irruption de Gaïa, c'est précisément un éternel présent. Elle ne peut pas se faire oublier, tu dis elle est chatouilleuse, j'adore ce concept. Au moindre mouvement qui la perturbe, elle s'affole, et elle est imprévisible. Elle est imprévisible, on ne peut pas négocier avec elle, c'est non négociable. Donc, elle ne se laissera intégrer dans aucun modèle d'histoire. Donc, il me semble qu'elle ne passe pas, et qu'elle remet en cause l'idée même d'un temps unique universel, du fleuve sur lequel on peut marquer des ruptures, voire des échelles. Et voilà. Donc, vous voyez bien que mon opposition à Isabelle n'est pas une opposition sur le fond, mais sur l'utilisation de la métaphore du fast-slow comme flagship, comme étendard, pour dénoncer l'embarquement de la science dans une compétition universelle. Et c'est plutôt un plaidoyer pour restaurer la diversité des sciences et la diversité des temps pensés par les sciences. Et affronter, et je crois que cette diversité des temps pensés par les sciences humaines et naturelles est nécessaire pour affronter les problèmes auxquels on a affaire aujourd'hui. Voilà. Maintenant, c'est à toi. Non, mais comme d'habitude, on est d'accord avec chacune des priorités, comment dirais-je, non contradictoires. Donc, il n'y a pas à choisir entre nous.
c'est vrai que ce sur quoi j'insiste, et je peux aussi un peu reprendre Bergson, en tout cas, oui, le Bergson sur un point que Deleuze a bien mis en valeur, celui de différence de nature. Euh, le, le contraste lent-rapide, comme commensurable, plus ou moins lent, plus ou moins rapide, n'a aucun intérêt. Hein. Par contre, lent, rapide comme différence de nature, une armée mobilisée ou un palabre, par exemple. J'aime bien la figure du palabre ou de la réunion sous le wigwam au calumet de paix. Eh bien, là, il y a une différence de nature, au sens où ce qui compte, c'est ce qui naît dans les interstices que la mobilisation doit refermer. Ben, comment dirais-je, Bernadette a fait allusion à cet homme debout sur ses deux pattes. Et ça m'a toujours frappé que les Français, quand ils parlent à la République, c'est toujours des hommes debout, tout prêts à aller, enfants de la patrie, défendre leurs femmes. Eh bien, il y a une figure de la démocratie qui sont plutôt des femmes assises, que j'aime autant. C'est-à-dire de ces réunions indiennes où on convoque à coups de tambour tous ceux qui doivent et qui ont des temporalités différentes être présents. On doit penser en leur présence. C'est ça qu'implique le calumet de paix. Et l'idée là, c'est qu'effectivement, la question ne sera pas qui a raison, qui a tort, mais ce que toutes ces voix ensemble auront comme puissance transformative en chacun, qui fait qu'une solution deviendra possible là où on ne voyait que confrontation. Donc il me semble que cette lenteur-là, la lenteur des palabres, la lenteur qu'on donne est différente de nature et pas du tout à mettre sur une même échelle de plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Donc, il ne s'agit pas d'une science plus lente. Et dans cette différence de nature, on retrouve ce fait. J'avais jamais pensé à sociologie. Moi, je ne me méfie jamais assez. Parce que la sociologie, je l'ai déjà rencontrée sur le problème des drogues. Je me suis intéressée au problème des drogues illicites. Et les pires, c'était les sociologues qui le voyaient comme mal de notre temps, etc. Alors que la question était, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette politique des drogues? Eh bien, ici, effectivement, je me flingue à entendre, on n'a plus le temps. Parce que ce qui pour moi est intéressant, c'est cette phobie de la perte de temps qui, qui est inculquée aux jeunes scientifiques. Le fait qu'ils risquent de déchoir, ce qui était un thème très genré entre nous. Parce que le genre qui risque de déchoir, c'est le genre dit non marqué. Et perdre son temps, c'est être marqué. T'es sûr que tu es fait pour être la science, etc. C'est ce qui suscite le soupçon et puis éventuellement l'exclusion. Donc là, on n'a plus le temps. Les scientifiques ne disent pas, on n'a pas le temps de faire ça. Ou s'ils le disent, il y aura derrière, et toi qui me proposes de perdre ton temps, même si tu ne le sais pas, tu es l'ennemi. Tu es en train de me suggérer la trahison. Donc ça, c'est une différence de nature quand ce qu'on appelle perdre son temps devient l'ennemi, devient ce qui ferait douter, ce qui mènerait à la trahison. C'est là que il faut dire la vitesse, c'est la vitesse de mobilisation, où le doute est l'ennemi, où l'imagination doit être anesthésiée. Et encore une fois, très important, c'est pas pour fabriquer le personnage d'un bon scientifique responsable, etc. Non, c'est pour produire un scientifique, et ça c'est un thème que j'aime bien chez Latour, celui de composition, un scientifique capable de composer, pas au sens de mettre de l'eau dans son vin. Composer, ça veut dire, pour les chimistes, ça pourrait vouloir dire réagir aussi, c'est-à-dire apprendre d'autres que les scientifiques, apprendre du monde, s'intéresser au monde où éventuellement ce qu'il a fait peut ou non faire une différence, être éventuellement prêt
à dire, ben, j'ai appris aujourd'hui, c'est quelque chose que Jacques Testard avait fait et pour lequel j'ai toujours trouvé que c'était une figure de courage. Il avait été l'un des promoteurs en France, hein, il n'aurait pas pu arrêter, de la fécondation artificielle in vitro. Et il a conclu que nous n'étions vraiment pas prêts pour ce genre de truc, que ça déclencherait une légitimité de désir d'enfant et bientôt d'enfant parfait, et et donc il a abandonné ce type de recherche-là. Ses collègues ne l'ont absolument pas compris. Tu n'es pas responsable, on n'arrête pas le progrès, l'idée qu'un scientifique vienne en disant là il y a une idée, mais nous ne sommes pas politiquement, socialement capables d'en faire autre chose qu'une puissance ravageuse, eh bien ça alors qu'aujourd'hui, ce qui m'a tout à fait interpellée de ce point de vue-là, comme la figure inverse, c'était Clive Hamilton qui tire la sonnette d'alarme sur, vous l'avez peut-être lu, ça a été traduit au Seuil, sur les géo-ingénieries comme ce qu'on appelle aujourd'hui gentiment le plan B, c'est-à-dire si nous réussissons pas à, à restreindre nos émissions de CO2 et tout ça, il y aura un plan B, on se défendra. Et il dit, mais pour beaucoup, c'est déjà le plan A, hein, et l'argent coule déjà à flot du côté du plan A, parce que donc ça veut dire on pourra brûler jusqu'à la dernière goutte de gaz, jusqu'au dernier centimètre, non, dernière goutte de pétrole, dernier centimètre cube de gaz, parce qu'on aura fait un espèce de bouclier. Bon, eh bien, dans mon université, il a fait un exposé alarmiste. Les seules questions qui sont venues, c'était de scientifiques qui disaient, mais on pourrait tout de même lancer des recherches avec l'argent public. Ce serait bien intéressant, oubliant complètement ce dont ils se plaignent. C'est-à-dire que désormais le public ne peut que travailler en partenariat avec le privé, mais aussi oubliant, et je suis heureuse de dire que ça leur a été renvoyé à figure, mais il faut le faire encore et encore, c'est que sans imagination, séparé de sa puissance d'imaginer et de ceux qui peuvent aviver son imagination, le scientifique en viendra à voir le bon côté de ce qu'il rend possible et à devenir promoteur de ce qu'il rend possible, en disant le reste, ça s'arrangera. Donc il y a la non-culture de l'imagination fabrique des promoteurs. C'est pas un scientifique responsable que je cherche, c'est un scientifique défendu contre ce devenir promoteur qui tout de même mettra ce qu'il propose du côté d'un progrès qu'il faut être irrationnel, frileux, traditionnaliste pour refuser. Donc voilà, il y a là quelque chose qui effectivement insiste sur la différence de nature, comme dirait Bergson, et pas sur une commensurabilité de rapide et lent. Mais donc il n'y a aucune contradiction. Non, il n'y a pas.